c'est que l'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique, ta gueule, de la crise écologique et de la crise financière. Il s'énerve, il énerve aussi parfois, tant il est hors norme dans le paysage politique avec ses colères, sa gouaille et ses coups de gueule, y compris contre son camp. Alors, à quel jeu joue Cohn-Bendit? Que penser de ces différentes facettes et quel bilan tire-t-il à l'heure où il annonce sa retraite d'Europe Écologie? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, un ovni de la politique. Daniel Cohn-Bendit, bonjour. Bonjour. On est ici dans votre bureau à Bruxelles. Alors nous, on fait beaucoup d'interviews de personnalités politiques, mais généralement, les personnalités sont derrière leur bureau. Et nous, quand on a préparé l'émission, on nous a dit « Ah non, Daniel Cohn-Bendit, surtout pas à son bureau, il déteste ça ». Alors c'est quoi, vous êtes allergique au bureau? Ou c'est l'idée même du bureau qui vous déplaît profondément? Non, je trouve ça assez ridicule d'être derrière un bureau, ça fait faussement sérieux. Alors, ou on est sérieux ou on ne l'est pas, mais je trouve beaucoup plus agréable d'être dans un fauteuil et de vous regarder et de vous parler. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez annoncé là, très très sérieusement que vous preniez votre retraite de la vie politique, en tout cas en 2014. Vous l'avez annoncé à 68 ans. Et c'est vrai que la plupart des gens, quand ils pensent à 68, vous concernant, ils pensent plutôt à cette photo, cette image d'ailleurs que vous avez dans votre bureau. Alors vous avez déjà expliqué que vous viviez très bien avec avec le mythe de 68, on ne va pas revenir là-dessus. Mais la question qu'on se pose avec cette retraite annoncée à 68 ans, cette photo dans votre bureau, c'est est-ce que vous n'avez pas été un peu prisonnier du mythe de 68 quand même, de ce jeune homme-là? Non, pas du tout. C'est la femme de Gilles Caron qui vient de me l'envoyer. Et c'est mes collaboratrices qui ont trouvé ça drôle de me surprendre aujourd'hui avec cette photo. Ah, d'accord. Donc, en fait, elle est là pour la première fois. Voilà. D'accord, vous ne l'avez pas depuis des années, tous les jours? Non, pas du tout. Depuis des années, j'ai la photo de Jean-Paul Sartre. Donc, vous voyez, j'ai plein de choses qui ont sens ou pas de sens du tout. Comme j'ai pas annoncé d'ailleurs que je me retirais de la vie publique. Hein. J'ai dit que vous arrêtez votre activité non, j'ai de dit que je ne militant, serais pas plus militant. candidat. Non, j'ai dit que je ne serais plus candidat. On n'a pas tout compris, d'accord. Je ne serais plus candidat à rien. Donc en 2014, je ne serais pas candidat aux élections européennes. Et que je ne parlerai plus au nom d'un parti. Mais j'interviendrai dans le débat public, mais en tant que moi. Voilà, différemment. Alors justement, parce que ce que vous avez dit, ça a été beaucoup commenté, tout le monde n'a pas forcément très bien compris la preuve. Alors je vous propose de revoir quelques images, justement, cette déclaration, et puis d'autres images qui résument un peu vos relations pas toujours faciles avec les Verts français et Europe Écologie, et c'est commenté par le politologue Daniel Bois. Je vous montre. Autour de l'UMP, etc. On a vu beaucoup récemment des gens qui déchiraient leurs cartes, Moi, je ne etc. déchire pas les cartes, j'avais jamais de cartes. Sur la pointe des pieds, de manière assez discrète, Pas sur la pointe des finalement. pieds, puisque tout le monde le sait. C'est lui qui avait donné l'impulsion à Europe Écologie. Il n'est pas content de ce que c'est devenu Europe Écologie, parce qu'au fond, son projet à lui, d'origine, qui est une nouvelle forme du parti, ne s'est pas concrétisé. Alors, ceci dit, il n'a pas expliqué le mode d'emploi pour faire un nouveau parti. Hein. Donc il y a cette déception. En même temps, c'est à la fois rationnel et émotionnel. Ça exprime, je trouve, cet esprit 68 art, où on n'aimait pas les organisations. Il y a quelque chose de ça qui ressort, je trouve. C'est vrai qu'il faut se souvenir qu'en 2009, après la victoire aux Européennes, c'est là que Daniel Cohn-Bendit donne l'impression de vouloir s'investir à fond dans cette nouvelle formation. Je vous montre. Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, José Bové, ce matin un trio vainqueur qui savoure son triomphe. Hier soir, le QG d'Europe Écologie était plein à craquer. Les responsables n'avaient pas prévu une telle affluence, mais surtout personne n'avait espéré un tel résultat. La joie se mêle à la surprise, alors qu'au fur et à mesure de la soirée, le score d'Europe Écologie augmente, pour finalement talonner celui du PS. Ce 7 juin, c'est le D-Day de l'écologie politique. Cette histoire d'amour, et je le maintiens, de ce rassemblement, elle peut continuer. Elle peut continuer si tout le monde prend ses responsabilités. Il est content, il est très content parce qu'il y a cette victoire, puis qu'il y a aussi l'idée qu'il a quand même réussi un truc qui était assez étonnant. C'est vrai, l'idée, elle n'était pas banale, quoi. Essayer de mettre ensemble ce courant des Verts un peu ancien, en 1984, les Verts un peu enquistés dans un espèce de gauchisme, je parle des adhérents, pas des électeurs, et puis de l'autre côté, quelque chose d'assez différent, hein. Cette espèce d'autre courant oublié en route par les Verts qui est le courant de l'environnementaliste.
l'environnementalisme, pardon, Hulot et les autres, a priori, ils ne s'aiment pas tellement, quoi. Ils ne s'aiment même pas du tout. Donc le coup de force d'avoir réussi à faire prendre une mayonnaise avec ces deux composants, je comprends son bonheur, mais il va être de courte durée parce que la séquence est longue qui mène au présidentiel. Parce que les Verts, c'est pas toujours facile non plus. On voit que c'est un parti pas évident, on n'aime pas les têtes qui dépassent. Est-ce que lui, c'est pas la tête qui dépasse finalement, comme on le voit là chez les Verts? Oui, mais c'est pas la peine de la couper parce qu'il n'est jamais sur le trône. Il est toujours un petit peu en retrait, un peu à côté, donc il s'arrange toujours pour qu'on ne puisse pas véritablement le détrôner, puisqu'il n'est pas dans les institutions. Et puis parce que dans le fond, les Verts l'aiment bien, ou en tout cas qu'ils ne peuvent pas le mettre dehors, parce qu'il représente quelque chose de symbolique. C'est vrai que tous les autres, à un moment ou à un autre, se sont fait couper leur tête, même les plus brillants, même les plus intelligents. Ben lui, on ne peut pas, parce qu'il n'est pas vraiment le roi. Il est toujours le fou, quelquefois, donc on ne peut pas couper la tête au fou. Il est finalement revenu, détendu, après une après-midi d'école buissonnière à la plage. Mais Daniel Cohn-Bendit n'a pas changé d'avis. Il prend ses distances avec Europe Écologie. Dany Zorro qui tape sur la table, ça suffit, ça suffit. Pour les Verts historiques, il ne s'agit que d'un incident mineur. Une réaction temporaire, qu'on pourrait appeler un petit peu le baby blues. Ce qui se passe à ce moment-là dans Europe Écologie Les Verts, c'est le moment le plus embêtant, le plus bureaucratique. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre les choses en place de façon sérieuse, c'est-à-dire imaginer des statuts. C'est un problème de bureaucrate là, qui est en train de se poser. Et lui, il se veut justement pas un bureaucrate. Donc il va bouder dans un coin pendant que les bureaucrates font leur boulot. Et en même temps, il n'a pas complètement tort, ma mère. Il dit, c'est le baby blues. C'est vrai, il a lancé ce truc-là. Ça lui échappe, mais ça lui échappe parce qu'il ne veut pas l'élever ce bébé, c'est pas son problème, il voulait le faire naître, mais il ne voulait pas lui donner le biberon. D'accord, et donc en même temps, il n'est pas très content que ça marche sans lui, alors c'est ça? Vous pensez qu'il y a une dedans, ambivalence? Dehors, toujours, dedans, dehors. Voilà, je ne veux pas le faire marcher parce que c'est ennuyé, mais si ça marche sans moi, je ne suis pas très content. Alors, c'est ce qu'on a beaucoup dit de vous, hein, en reprenant la revue de presse, du moins en France. Dedans, dehors, il veut pas, voilà. Et, là où il se trompe, c'est que ça ne marche pas. Il me dit, ça marche sans lui, il n'est pas content. Je ne suis pas content parce que ça ne marche pas. Si ça marchait sans moi, je trouve ça formidable. Vous savez, quand on a fait 16% en européenne et qu'on se retrouve à 2,2% en présidentielle et qu'on se retrouve quand même dans une situation où le crédit d'Europe Écologie dans la société est quand même au plus bas, on ne peut pas me dire qu'il n'est pas content parce que son enfant démontre son autonomie. Oui, ça c'était en 2010 quand Europe Écologie se crée, les statuts sont faits. Le problème, c'est que quand on voit 2011-2012, j'ai eu raison. Ils ont cassé la nouveauté, ils ont cassé la dynamique. Ils sont revenus à la case départ. D'ailleurs, écoutez, ceux qui parlent aujourd'hui, à part Cécile Deflot, qui a accompagné la campagne de 2009, que vous prenez comment il s'appelle, Jean-Vincent Placé et d'autres. Votre ami, je plaisante. Ils ont rien fait pour la campagne de 2009. Ils n'étaient pas là, ils étaient en vacances, ils étaient aux abonnés absents. Tout ça, ça avait dépassé. Et d'ailleurs, Jean-Vincent Placé a fait une très bonne déclaration en 2009. Il a dit, avec Dany Cohn-Bendit, on fait 8%, sinon on faisait 7%. C'est pas la peine de faire tout un tanamar pour 1%. Voilà. Manque de peau, on a fait 16. Vous avez fait 16, oui. Oui, non. Et il y a deux choses dans ce que vous dites qui interpellent. C'est d'une part, quand vous citez Jean-Vincent Placé, c'est vrai qu'on a l'impression que vous n'entendez pas très bien, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi tous les épisodes avec donc Jean-Vincent Placé. On a l'impression, quand vous dites, quand vous le citez, que vous ressentez de l'ingratitude à votre égard, que vous les avez trouvés ingrats. C'est pas de l'ingratitude, c'est de l'ingratitude face à ce qu'on aurait pu être. Moi, ça m'est égal. D'accord, c'est pas perso, parce qu'on a l'impression souvent... Écoutez, hein, moi, je ne peux pas supporter une organisation où quand la secrétaire nationale montre son stylo à billes, moi, Cécile Duflot, regardez mon stylo à billes, je ne signerai jamais un accord avec le Parti socialiste s'il n'y a pas la sortie du nucléaire. Ils ont signé avec ce stylo à billes. C'est ma critique, c'est pas qu'ils aient signé, c'est péremptoire. Donc c'est cette culture politique que quoi, vous ne supportez plus parce que vous l'avez supporté des années? Non. Ouais, je l'ai supporté. D'abord, c'est pas vrai. Je suis venu la première fois, ma première campagne, c'était 99. Ouais, on va en voir un extrait d'ailleurs. 99. Et puis après, alors c'était pas le tel succès parce qu'on a fait que presque 10%. Mais quand même, c'était un énorme succès à l'époque. Et puis après, on a déclaré, bon, maintenant, Dany peut rentrer. Ça y est, il a fait. Et c'est pas, je veux dire, peut-être qu'ils ont raison. Ils veulent être un tout petit parti
qui n'a rien à dire. Ok. Alors, vous avez parlé de 99. On va revoir justement quelques images parce que c'est pour ceux qui ont un petit peu oublié. C'est vrai que Daniel Cohn-Bendit, après 68, vous repartez en Allemagne, vous y restez 30 ans et vous revenez en France. Alors, vous allez nous expliquer comment et pourquoi. En 1999, pour faire la campagne des Européennes, on revoit quelques images commentées par le sociologue spécialiste d'Europe Écologie des Verts, Erwan Lecoeur. Je vous montre. Cohn-Bendit voit décidément du vert partout, même si Dominique Voynet est habillé en bleu. Bref, ce soir, c'était le dernier grand meeting des Verts au Zénith, devant une salle surchauffée et un Daniel Cohn-Bendit un peu angoissé. Il en fera l'aveu. C'est mon premier meeting à Paris après mai 68. C'est ça. Daniel Cohn-Bendit avait été élu en 1994 par les Verts allemands au Parlement européen. C'est une vieille volonté pour lui. C'est un homme de l'Europe, c'est un franco-allemand, européen, européiste pourrait-on dire d'ailleurs, qui est devenu écologiste dans les années 80 et qui s'est fait élire par les Grünen allemands. Et il revient en 99 en France pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Verts en France, qui participent au gouvernement, je le rappelle, on est au moment de la gauche plurielle ou majorité plurielle, Dominique Voynet est ministre, et il est difficile pour une ministre je dirais d'être la tête de file d'une liste aux élections européennes. Mais c'est amusant qu'ils aient eu l'idée d'aller le rechercher, quoi, en fait. Alors, ce ne sont jamais tous les Verts qui vont chercher Daniel Cohn-Bendit. C'est toujours des gens qui ont intérêt à aller prendre ce trublion magnifique, un peu vert, un peu rouge, et qui joue quelque chose dans notre imaginaire collectif avec mai 68. Et donc, Noël Mamère et d'autres proposent à Dany Cohn-Bendit: est-ce que tu veux revenir pour les européennes? Ce n'est pas forcément ce qui va faire le plus plaisir à Dominique Voynet et ses amis, qui vont du coup se retrouver un petit peu pris en otage par Cohn-Bendit, qui fait sa campagne comme il le veut. Mais il y a aussi autre chose, c'est que dans un parti, il n'y a pas la place pour X leaders. Et donc si Daniel Cohn-Bendit revient et qu'il devient un peu trop près du cœur des électeurs et des militants écologistes, eh bien, ses amis, notamment Noël Mamère, pourraient prendre le dessus sur les amis de Dominique Voynet. Vous voyez, chez les Verts, il y a toujours aussi des histoires un peu internes derrière tout ça. C'est ça, en fait, vous pensez, ils ont eu peur que vous preniez, c'est vrai que vous prenez bien la lumière, vous êtes une personnalité voilà, sympathique, médiatique, etc. Vous pensez que vous leur avez fait peur, ou vous pensez finalement, comme le disait le politologue tout à l'heure, Daniel Bois, que finalement vous avez toujours été dans cette place un peu du fou et pas du roi, et qui n'ont jamais voulu vous couper la tête à cause de ça? Ces Verts qui aiment couper les têtes. D'abord, c'est pas tout à fait vrai qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé et qui aiment toujours me couper la tête. Donc, mais c'est vrai que j'ai pas envie d'être roi. Je veux dire, j'ai pas envie de diriger une organisation. C'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon tempérament. Ça ne m'amuse pas beaucoup et je trouve ça un peu complètement inutile. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que dans cette, par exemple, campagne de 99, il y a eu de fortes tensions sur des sujets. Par exemple, moi, j'ai soutenu, disons, l'idée d'une intervention au Kosovo et surtout en Bosnie. Après ce qui s'était passé, c'était Srebrenica et tout ça, et les Verts étaient pacifistes qu'ils étaient mal à l'aise avec mes interventions. Mais ce qui les a surpris, et tout le monde m'a prédit que ça serait une catastrophe électorale parce qu'un certain électorat de gauche irait vers l'extrême gauche, parce que justement... vous souteniez cette... Et puis au contraire, plus je parlais et plus ça avait du succès dans les meetings parce que les gens comprenaient ce que j'expliquais. Je crois, bon voilà, c'est vrai que... Et puis c'est vrai, il y a une paranoïa. Il y avait une paranoïa, d'ailleurs qu'on a retrouvée 10 ans après, qui est Dany vient et s'il fait un bon score, il veut prendre le parti. Ils n'ont jamais compris, et d'ailleurs Bois non plus, n'ont jamais compris que prendre un parti, ça ne m'intéresse pas. Que ce n'est pas ma manière de faire de la politique, ce n'est pas mon intérêt. Mais c'est vrai qu'après, en 2009, j'avais l'idée qu'on aurait pu faire tous ensemble quelque chose d'autre. Et c'est ça qu'on a raté. Quand je dis on, c'est aussi moi. Vous dites j'ai peut-être ma part de responsabilité, puis vous dites aussi... J'ai pas dit peut-être, j'ai dit j'ai ma part de responsabilité. Vous avez votre part de responsabilité, vous allez peut-être nous dire laquelle, même si vous êtes déjà revenu dessus. Mais vous dites c'est inutile de diriger un parti, en même temps c'est extrêmement compliqué de dire on laisse faire les autres, on les choisit pas, on se met à l'écart, on les laisse faire, et puis comment on peut faire? Est-ce que vous y avez... C'est tout à fait vrai, j'ai fait des propositions de réorganiser, de rééquilibrer, d'avoir des personnes qui venaient,
qui avait du courant traditionnel des Verts et de personnes qui venaient d'autres courants et que ces personnes ensemble puissent justement diriger le nouveau parti, ça a toujours été refusé. C'est pas vrai que j'ai donné des idées comment rééquilibrer. Donc j'ai fait des propositions. C'est pas vrai, mais j'ai perdu. Et vous dites j'ai ma part de responsabilité. En 2 mots, c'est laquelle est-ce parce que là, si vous avez pris cette décision là aujourd'hui. Non, cette décision de ne pas être candidat, c'est plutôt lié à une évolution personnelle, à des décisions personnelles. C'est un peu lié à la maladie que j'avais. C'est lié aussi au fait. Vos problèmes de hanche, c'est ça? Non, les problèmes de hanche, ça c'était. Avant, non, parce que d'accord. Parce que vous parlez beaucoup de vos problèmes de santé par rapport aux politiques classiques, d'ailleurs, qui n'en parlent jamais. C'est étonnant, d'ailleurs. Mon problème de hanche, c'était pendant la campagne de 2009. Non, pendant la campagne où c'est vrai que c'était très dur. Non, j'ai eu. Un nodule cancéreux à la thyroïde qui a été, bon maintenant c'est réglé, mais c'était il y a 1 an et demi, et donc c'est choquant. C'est choquant, vous vous dites, tiens, je suis vulnérable, comme tout le monde, et donc me dire, parce que ça aussi c'est intéressant, je vais avoir 68 ans, donc j'arrête à 69 ans. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que tous les Verts vont manifester pour la retraite à 60, et quand quelqu'un dit je vais me retirer d'être candidat à 69 ans, il dit ah non, tu ne peux pas nous lâcher. Bah, qui manifeste pour que tout le monde travaille jusqu'à 69 ans. Je veux dire, il y a quelque chose d'absurde dans cette histoire. Et maintenant, je veux peut-être, j'ai une dizaine d'années devant moi, pour faire autrement, où je peux peut-être réorganiser ma vie autrement. Ma femme part à la retraite, donc ensemble, est-ce qu'on peut avoir des projets ensemble, puisqu'elle est enseignante, et moi, donc on était... Je veux dire, c'est tout à fait normal. Donc, il y a aussi un tas de raisons personnelles et le fait que c'est vrai que je suis incapable aujourd'hui de parler au nom d'Europe Écologie. Alors, c'est formidable. Hein, mais, alors, combien de fois, non, on n'est pas d'accord, Dany est européiste, mais tous ils sont venus me dire, mais tu dois être candidat aux européennes, tu dois être la tête de liste des Verts européens. Ah oui, ça, il le veut. Ah oui, non, mais il n'y en a pas un. Tous, même Jean-Vincent Placé. Oui, non, mais par la part, c'est si bon. Oui, tous, ils disent, ah mais Dany, on n'a aucun problème pour lui, pour les Européens. L'Européenne, pourvu qu'il nous ramène des voix, hein, et puis tout ira bien. Bah, c'est une certaine forme de division du travail, on peut dire. Mais ça, j'accepte pas. J'accepte pas. Ou on dit la position que défend Dany sur l'Europe, c'est la nôtre. Et donc, il peut nous représenter, ou on est des cyniques, c'est du molettisme. Et pour terminer sur cet, entre guillemets, échec relatif d'Europe Écologie, voire échec total, peut-être, direz-vous, est-ce qu'il n'y a pas eu le fait que vous avez été très isolé? Parce qu'en Allemagne, vous avez longtemps travaillé avec Joschka Fischer, qui est devenu après... lui qui a travaillé. Vous avez travaillé ensemble. Ah, c'est lui qui a travaillé avec vous. Ah, c'est quoi la nuance? C'est quoi la nuance? Attends, mais vous me reprenez. C'est quoi la nuance? Non, rien. C'est qu'on a longtemps habité ensemble. C'est tout. C'est un jeu. C'est un jeu auquel on joue tous les deux. Pour savoir lequel... Ah, d'accord. Ouais. Pour savoir lequel est le plus leader des deux. En France, vous avez... Mais c'est lui. Mais c'est lui, le plus leader des deux, d'accord. Dans le parti. Dans le parti, oui, parce que lui a fait, effectivement, on y reviendra plus tard, toute une carrière politique, pas vous. Est-ce qu'en France, il ne vous a pas manqué... Enfin, j'ai fait une autre carrière. Une autre carrière, on va y revenir aussi. Vite, hein, vous allez vite. Une carrière dans l'appareil. Ne déflorons pas la suite. Non, mais en France, on a l'impression que vous n'avez pas retrouvé comme ça des gens avec qui vous aviez envie de faire de la politique et que quand vous êtes revenu en 99, c'est pas forcément très bien passé. Après, vous êtes reparti en 2004 en Allemagne. Vous étiez candidat en Allemagne aux européennes. Vous êtes revenu en 2009, donc on a l'impression que vous avez un peu hésité et que vous n'avez jamais trouvé en France les gens avec qui, ma foi, ça se passait bien, quoi. Non, j'ai trouvé des tas de gens en France avec qui ça se passe très bien, mais c'est vrai qu'on n'était jamais majoritaire dans ce qu'on appelle l'organisation. Mais vous savez, j'étais jamais minoritaire dans l'organisation en Allemagne non plus. Mais c'est vrai que une organisation politique, en général, ne supporte pas une voix discordante minoritaire. C'est désagréable. Et en plus, quand on sent que cette voix touche à l'extérieur et qu'elle remette en cause, disons, un des piliers de l'idéologie du parti, par exemple le pacifisme. Donc c'est systémique en fait. Ce que vous décrivez, c'est qu'un parti ne peut pas supporter ça. Vous étiez comme ça en France, en Allemagne, donc ça n'aurait pas été... pourrait. Ah. Mais c'est vrai que là je suis un petit naïf, un grand naïf et un utopiste. Je crois qu'on pourrait, mais que
j'ai toujours l'impression, c'est ce que je dis dans mon essai là, pour en finir avec les partis politiques, les partis me semblent avoir besoin d'une armure pour se protéger contre la réalité. Parce que des fois, la réalité est tellement complexe et difficile que, disons, la structure mentale du parti, le disque dur du parti se trouve complètement déréglé. Donc, on se protège contre la réalité. Alors, une des fonctions aussi des partis politiques, du moins en France, c'est de présenter des candidats à la présidentielle. Et c'est vrai que généralement, tous les politiques charismatiques et populaires rêvent en France de se présenter à la présidentielle. Ça les rend malades. Ça les rend malades, voilà. Alors, ce n'est pas votre cas. On va le revoir. Vous l'aviez expliqué d'ailleurs avant la présidentielle de 2012. On va revoir un petit extrait commenté par le psychanalyste et philosophe Jean-Pierre Winter. On a du mal à comprendre pourquoi vous ne souhaitez pas vous lancer pour incarner et pourquoi pas être candidat à cette présidentielle. On a sincèrement du mal à comprendre. Mais parce que vous n'avez pas compris mon caractère. Moi, vraiment, fondamentalement, je suis bon dans des campagnes européennes. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de travailler à cette construction européenne, de changer l'Europe, de transformer l'Europe. J'avoue humblement que personnellement, la politique nationale, qu'elle soit française ou allemande, ne m'intéresse pas tellement. Et le pire, imaginez que je puisse gagner. Je me suicide tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez que je foute à l'Élysée? Non, vraiment, c'est pas ma tasse de thé. Laissons à ceux qui en rêvent en se rasant ou en se regardant dans la glace tous les matins la possibilité de devenir président de la République. Moi, j'ai pas envie de cela. J'ai l'impression que son ambition se présente comme toute d'humilité, mais en fait, c'est parce qu'il vise plus haut et plus loin. Ah bon? Ce qu'il vise, c'est l'Europe. Et donc, j'entends comme une espèce de condescendance à l'égard de ceux qui, d'une certaine manière, n'ont pas d'autre ambition que la réalisation de leurs désirs un peu narcissiques, quand ils parlent de se regarder dans la glace ou de se regarder se raser. C'est un peu condescendant à l'égard de ceux qui n'auraient pas d'autre objectif que ce pouvoir finalement un peu désuet, un peu vain au regard de l'histoire en marche. Je dirais, voilà, ce qui fait cette spécificité, c'est que dans le champ du politique, au sens le plus noble possible, il est un symbole. Et donc, il doit composer avec ce symbole. Et donc, il ne peut pas se permettre justement de s'investir dans une dimension politique qui, d'une certaine manière, le désymboliserait. Par exemple, s'il se mettait à incarner la France ou l'Allemagne, il perdrait de ce statut qui lui est tellement particulier. Voilà, finalement l'Europe, c'était vraiment pour vous, quoi. Non, mais vous avez posé la question comme ça? Disons, la condescendance, il faut que je réfléchisse. C'est vrai que quand je suis une campagne électorale, par exemple la dernière, j'ai l'impression que les candidats qui pourraient être présidents, donc les 2, 3 ou 4, eh bien, ils ont tendance à augmenter la grandeur de la France pour s'investir dans un grand projet. Alors que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec la mondialisation, la France a la même place que le Luxembourg en Europe. Mmh. C'est désagréable. Si on vous dit, vous allez être président du Luxembourg... Il y a peut-être des gens qui sont très contents d'être président du Luxembourg. Oui, d'accord, mais il faut être luxembourgeois pour ça, hein, pas français. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose de ça, que je trouve ça un peu ridicule et grandiloquent. Bon, ça c'est une chose. Mais l'autre chose aussi, c'est vrai que, et on le voit chez les Verts, non seulement il y en a beaucoup qui veulent être président de la République, il y a en ce moment, là, 100 personnes, de droite, de gauche, du centre, d'en haut, qui croient qu'à un moment, ils ont une chance d'être président de la République. Il y a déjà 100 malades. Puis vous avez 1000 personnes qui rêvent d'être le meilleur candidat au présidentiel de leur famille politique. Donc ça fait déjà pas mal de malades qui ne pensent qu'à ça. Et le projet politique disparaît derrière l'ambition.
Et c'est vrai que mon ambition, alors c'est peut-être pas assez, c'est peut-être ridicule, et l'Europe va mal. Mon ambition est à l'image de mon ambition pour l'Europe. D'accord. D'accord, donc vous essayez d'inverser les choses. Alors, j'ai fait une erreur. J'ai peut-être fait une erreur dans ma phobie présidentielle. Vous êtes malade aussi avec c'est une autre maladie. C'est une autre maladie. C'est-à-dire que quand j'ai lancé que l'Europe Écologie, les Verts ne devaient peut-être pas avoir de candidat, et de négocier un contenu et avec le Parti Socialiste, et que le Parti Socialiste a lancé des primaires. Ouvertes. J'aurais dû dire banco, on fait les primaires socialistes, radicales et écologistes, et j'aurais dû me présenter peut-être aux primaires. Et donc de faire un bon score. Je crois que j'étais capable, c'est plus facile de faire 20 à 25% dans les primaires de la gauche écologiste que faire un bon score au présidentiel, puisqu'il y a le vote utile. Oui. Et donc on aurait rétabli un autre rapport de force, notre réelle force à l'intérieur de l'espace de la gauche, et ça aurait été intéressant. D'accord. Et ça, vous dites c'est votre phobie qui vous a empêché de le faire. Oui, vous êtes interdit d'y penser ou vous y avez... je crois que... Bon, il y a des tas de gens qui l'ont dit, hein, mais j'avais pas la rationalité de comprendre ce que ça voulait dire, et ça pourrait enlever une épine du pied très profonde, une épine à Europe Écologie, si on avait... adopter cette stratégie. D'accord, mais là, effectivement, avec cette primaire ouverte, Europe Écologie pouvait peser et ça aurait pu être vous auriez pu être le Arnaud Montebourg, on va dire, de la fin. Oui, justement, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Peut-être un peu plus clair. D'accord, peut-être un peu plus clair. Donc ça, c'est votre regret. Oui, c'est mon erreur, une analyse, mais peut-être que je me trompe. Mais là, vous dites finalement, et pour se guérir de cette phobie, il n'y a pas moyen, là encore aujourd'hui, de rattraper les choses, justement, plutôt que dire non, c'est pas... Non, parce que le cycle est fini. Le cycle est fini. Il y a, si vous voulez, l'envie d'arrêter, c'est évident. Il y aurait eu une possibilité où je n'arrête pas. Ah bon? La possibilité qui m'aurait mis vraiment devant des problèmes compliqués, des décisions compliquées. Si, aujourd'hui, aux élections européennes, il y avait l'élection pour les partis de députés et en même temps, avec un deuxième bulletin de vote, l'élection directe au suffrage universel du président de la Commission. Donc je suis Danny Cohn-Bendit ou Martin Schulz ou je ne sais pas qui, candidat à la présidence de la Commission, candidat dans tous les pays européens. Mais qu'on puisse voter pour moi. Oui, d'accord, qu'il y a un vrai scrutin européen. Le même jour que le scrutin. Alors là, de dire l'année prochaine, je ne veux pas, ça aurait été... des gros changements en un an. Hein, oui, mais ça ne se fera pas. Mais ça aurait été difficile pour moi... De résister. Alors... donc vous l'avez dit, hein, votre ambition, c'est de faire avancer et de changer l'Europe. C'est un sujet qui vous passionne et qui vous met parfois aussi en colère. Hein, parce que c'est vrai que vous êtes un homme parfois de colère spectaculaire. On va en revoir deux, une face à Nicolas Sarkozy, une face à Marine Le Pen. Commentez, c'est la suite du commentaire de Jean-Pierre Winter. Il faudrait choisir aussi le travail. Écoutez, commencez par choisir votre pays, puis après vous me direz de choisir ma circonscription. Ah, voilà. Bah oui. Vous êtes intéressante, madame. Bah oui, parce qu'un coup vous vous présentez en France, un coup vous vous présentez en Allemagne, oui, et j'en suis fier, madame. Eh ben c'est bien. J'en suis fier, parce que j'ai choisi l'Europe. Et je vais vous dire une chose. Tous les collabos de tout ce monde, si moi j'ai pas choisi mon pays, c'est parce que mes parents, en 1933, ont été vidés d'Allemagne par Hitler. Alors quand vous me dites cela, eh ben choisissez vos amis au Parlement européen qui sont des amis des ex-Hitler des amis de la rabattez votre caquet là-dessus. Parce que moi je suis pour tout. Mais de me dire choisissez votre pays, madame, ça je ne laisserai à personne et surtout pas à vous. Choisissez ce que vous voulez, mais là-dessus fermez votre gueule. Non, soyez poli je vous le dis ça sérieusement. Soyez poli avec une femme. Non, je suis pas poli là-dessus, parce que femme ou homme, c'était des femmes qui ont essayé d'arrêter la femme de mon père pour la mettre en prison. Voilà, la colère et puis à un autre moment, l'émotion. Vous allez manger avec des baguettes avec le président de Chine pour ouvrir les Jeux Olympiques. Bon appétit. Moi, je penserais
à tous les prisonniers qui croupissent dans les prisons chinoises. Moi, je penserai à tous ceux qui sont arrêtés. Moi, je penserai à tous ceux qui sont maltraités au Tibet. Et moi, je vous dis, vous aviez une occasion au nord de défendre les valeurs européennes, de la démocratie, de la liberté, en disant « Je ne participe pas à l'ouverture des Jeux à la mascarade du Parti communiste chinois ». Voilà ce que nous voulons. Monsieur le Président, c'est une honte, c'est minable d'aller à l'ouverture des Jeux Olympiques. Merci. Voilà, et là, on a l'impression qu'il est quasiment au bord des larmes. Mais pourquoi pas? Sur un sujet aussi qui le touche d'aussi près. Face à Marine Le Pen, quand il lui dit ta gueule, ton caquet, machin, Bon, il est hyper agressif finalement. Est-ce que son message passe bien? Enfin, on se demande si effectivement il n'est pas complètement débordé par son émotion. Ou alors on se dit, et c'est ce que certains disent parfois, ah bah il fait du cinéma, il en rajoute. Oui, bon, ça c'est de l'ordre du procès d'intention. La question, je crois qu'on peut se poser, c'est celle de l'efficacité de ce qu'il fait à ce moment-là. C'est-à-dire le fait de se présenter comme très fortement ému et avec Marine Le Pen à la limite de l'insulte face à quelqu'un qui se donne le beau rôle d'être tranquille, stable. Effectivement, est-ce qu'il va mettre les téléspectateurs de son côté ou les députés de son côté par les moyens qui sont les siens? Je crois que ce qui en fait un ovni, Daniel Cohn-Bendit, dans le jeu politique européen, c'est que probablement il ne fait pas ce genre de calcul. C'est-à-dire que ça passe ou ça casse, mais il ne s'inquiète pas trop de savoir si c'est ça le bon procédé, la bonne manière. Voilà, c'est vrai, vous ne faites pas ce genre de calcul, vous y allez sans vous dire est-ce que ce sera productif, contre-productif, pour défendre mes idées, pour faire avancer mon point de vue Non, mais ça fait, alors là, 45 ans que je ne fais pas ce genre de calcul et je ne vais pas commencer maintenant. Non, moi écoutez, d'abord, ceux qui m'aiment, ils m'aiment comme ça. Ah oui. Et ceux qui ne m'aiment pas, ils ne m'aimeraient pas même si j'étais autrement. D'accord, bon, mais il peut y avoir des téléspectateurs ou des gens qui disent mais comment il parle ou comment... Il y a depuis 45 oui, ans. Bien sûr, mais il y a des tas de gens qui disent Dany, au moins toi, quand tu parles, eh ben, on se reconnaît là-dedans. On comprend, tout le monde comprend. Voilà, d'accord, exact, okay. Exact. Là, je crois qu'il a raison, là. C'est pas ma tasse de thé de savoir si ça plaît ou si ça plaît pas. C'est une réaction que j'ai à un moment. Je ne savais pas qu'elle allait me dire « choisis ton pays », donc je n'ai pas pu le préparer. Je réagis en fonction de ce qu'elle dit. Voilà, puis c'est tout. Oh là là. Mais vous vous faites confiance, en fait. Mais bon, je veux dire donc, ce que je disais, c'est ça ne sert à rien de calculer. D'accord. Pour quelqu'un comme moi, en fait, la question qui se pose, est-ce que quelqu'un comme ça, comme moi, est-ce qu'il peut avoir 50% dans un pays comme la France? Non. D'accord. Donc vous avez raison, pas mon problème. Vous avez raison de ne pas avoir d'ambition présidentielle, en fait. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui sûrement disent « mais il n'est pas poli ». C'est vrai, et ça, mais je le sais, c'est que maintenant, je suis à part. Donc je peux même me permettre de faire ça, et la plupart des gens trouvent ça bien, intéressant, ils écoutent mon discours. Et vous êtes à part depuis quand? Vous êtes posé la question, qu'est-ce que je peux me permettre de faire, jusqu'où je peux aller? Ou c'est maintenant que vous considérez que vous êtes complètement à part, déjà là? Bah oui, c'est là que je suis né à part. Enfin, je suis né, que je suis devenu à part. Je veux dire, enfin, cette histoire de 68, de ce jeune homme qui a fait irruption dans l'espace politique, on ne sait pas très bien, parce que cette histoire de choisissez votre pays, déjà en 68, on ne savait pas. Hein. Donc, de toute façon, mon histoire est ancrée dans cet état de fait que je suis différent, que mon parler vrai est différent et que voilà, je suis comme ça. Alors on aime ou on n'aime pas, on accepte ou on n'accepte pas. Tout ça est parfaitement cohérent et parfaitement... Parfaitement cohérent, je n'exagère pas, mais c'est cohérent. D'accord, c'est cohérent. Et la petite touche d'incohérence, elle serait où? Oh, la touche d'incohérence, c'est que c'est vrai qu'à certains moments, disons, ça aurait été un peu plus simple de garder mon émotion, de contrôler mon émotion pour être peut-être un peu plus clair. Bon, ça arrive à certains moments, mais c'est...
voilà, c'est le prix à payer. Cohérence dans la forme, par exemple, face à Nicolas Sarkozy, c'est vrai que là, non. Alors quand alors? Non, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Des fois, vous sentez parfois débordé par l'émotion comme ça? Oui, des fois je me sens où l'émotion me joue un rôle, disons, me fait jouer un rôle, etc., qui, a posteriori, rend mon explication peut-être incompréhensible pour certains. Ah d'accord, donc c'est pas la réaction à l'émotion qui est trop... C'est pas ce que ça vous fait dire, c'est la manière dont vous le dites. Ça, c'est une petite touche de... Voilà. D'accord. Bon, pour terminer l'émission, parce qu'on s'est posé une dernière question, c'est que bon, nous on vous connaît du côté français, mais on s'est dit, qui est le Daniel Cohn-Bendit côté allemand, comment est-il? Son parcours est-il symétrique du parcours en France? Alors je vous propose de revoir quelques extraits commentés par Jérôme Vaillant, professeur de civilisation allemande à Lille. Donc il réagit à quelques extraits au Parlement européen aussi. Et ça commence alors, par quelque chose qui n'est pas allemand pour le coup, qui est bien français, mais vous allez voir. C'est ce que vous dit Nicolas Sarkozy suite à une autre altercation avec lui. Et donc le tout est commenté par ce professeur d'histoire. Cher président Cohn-Bendit, c'est toujours étrange avec vous. Vous êtes une personne courtoise, tolérante, sympathique. Lorsqu'on vous rencontre en privé, lorsqu'on vous invite à déjeuner, vous comprenez l'argument de l'autre, on se dit on a envie de le revoir, et dès qu'il y a une caméra de télévision sous votre nez, on a l'impression que vous devenez comme fou. Et je veux dire au public qui nous regarde, ne croyez pas un mot des images que vous venez de voir. Daniel Cohn-Bendit vaut bien mieux que cela. Il ne ressemble pas à la caricature qu'il vient de donner. Je crois qu'il y a bien deux Daniel Cohn-Bendit, mais peut-être pas seulement l'homme privé et l'homme public. Il y a, je crois, quand même le Daniel Cohn-Bendit quand il est en France et puis le Daniel Cohn-Bendit quand il est en Allemagne. Il m'a toujours un peu donné le sentiment qu'en Allemagne, il était beaucoup plus pondéré, plus modéré. Après tout, il fait partie au sein des Verts de l'aile dite des réalos, c'est-à-dire ceux qui font au fond de la réale politique et qui ont les pieds sur terre. Alors que dès qu'il est en France, Cohn-Bendit se rappelle ce que la France lui a fait comme tort, puisqu'après tout, il a été chassé après mai 68 de France comme étant persona non grata. Et je pense que ce Cohn-Bendit, quand il revient, j'avais envie de dire chez nous, il se sent à la fois chez lui, mais dans un pays pour lequel il nourrit un certain ressentiment. Vous disiez, bon, il y a le Cohn-Bendit en Allemagne, le Cohn-Bendit en France. En Allemagne, il a eu une carrière municipale à Francfort. Un petit rappel. À Francfort, on ne connaît que Dany Levert, qui joue au foot avec ses amis écologistes tous les samedis. Ou encore Monsieur le maire adjoint, chargé depuis 8 ans des questions de l'immigration. Ses adversaires disent que sa politique de l'intégration coûte cher, mais qu'elle marche. 30% d'étrangers à Francfort, pas de conflit ethnique. C'est amusant parce que c'est vrai qu'en France, on le voit beaucoup comme celui qui finalement joue le rôle du tribun, du trublion, mais qui hésite à rentrer dans les partis, qui hésite à s'engager vraiment, qui est toujours un pied dedans, un pied dehors. Là, on a l'impression qu'il a vraiment eu les pieds dedans en Allemagne. Il a vraiment pris en charge des choses concrètes. Oui, et on pourrait dire à la base. En ce sens, c'est peut-être une chose qui le différencie de Joschka Fischer, qui a été très longtemps son camarade de toutes les expériences anti-autoritaires, extra-parlementaires et puis vertes également. Mais là où Joschka Fischer, lui, est devenu ministre des Affaires étrangères, en jouant tout à fait, en s'investissant pleinement dans ce rôle, Cohn-Bendit est davantage resté, je dirais, l'homme à la base. Voilà, donc Joschka Fischer, on en parlait tout à l'heure, a fait donc cette carrière dans l'appareil, dans les partis, ministres, etc. Et vous avez eu cette expérience, c'est vrai que vu de France, on se dit c'est incroyable, pendant 6 ans, je crois que ça a duré à Francfort, vous êtes occupé du multiculti, de la politique d'intégration. Ça a été une fois. Oui, enfin, voilà, j'ai fait d'autres jobs. J'étais, disons, directeur d'un journal alternatif, etc. Oui, parce que j'ai trouvé ça passionnant de faire de la politique au niveau municipal, surtout de l'intégration. Ça a été dit, 30% d'émigrés dans la ville de Francfort. Et j'ai lancé cette idée parce que l'Allemagne rechignait à reconnaître que
c'était un pays d'immigration. Et c'est après cette période que les débats se sont ouverts en Allemagne et qu'avec l'arrivée des Verts et des sociodémocrates au gouvernement à Berlin, eh bien, ils ont changé le code de la nationalité, donnant la possibilité à des émigrés, des jeunes émigrés nés en Allemagne de devenir allemands. Mais c'est vrai qu'en France, on ne vous imagine pas, enfin, comme ça, passer 6 ans à gérer au quotidien. Alors, je ne sais pas comment ça se passait au quotidien, si vous alliez au bureau tous les matins, comment vous étiez... Ça fait 8 ans que je gère en tant que président du groupe des Verts au Parlement européen, enfin coprésident. Oui, vous faites aussi ce travail et je suis responsable du personnel. Je suis responsable du personnel. Oui, mais alors on dit toujours que vous n'aimez pas gérer... Non, mais j'aime pas gérer les partis. Mais là, je suis responsable du personnel, donc j'ai à m'occuper des promotions. Ah, vous faites les entretiens annuels et tout ça avec les secrétaires généraux, et puis surtout, et puis quelle stratégie de promotion, d'en bas vers le haut. Vous faites du management. Du management et tout ça. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est aussi... Moi, je crois que... En fait, ça raconte beaucoup de choses aussi sur la France et l'Allemagne. Peut-être. En Allemagne, on aime bien... En Allemagne, aujourd'hui, rarement on me dit 68. En France, dès qu'une personne a un certain âge, on me parle d'abord de 68, après pour me parler de choses d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu aussi le regard qu'on porte sur moi en France qui détermine un peu ce qu'on entend ou ce qu'on veut savoir de ce que je fais. Mais vous comportez pas différemment, parce qu'il dit peut-être qu'il a un peu plus de colère en France, que par moments il se rappelle de ce que la France lui a fait, et que du coup il est plus posé en Allemagne. C'est son problème à lui, pas le mien. D'accord. Donc vous dites c'est plutôt la perception qu'on a. Oui. D'accord. Sachant qu'en France, vous vous êtes jamais investi, vous dites ici, vous vous occupez de... Parce que oui, mais là, je me suis jamais investi en France, parce qu'après avoir été vidé après 68... Pendant 10 ans, j'étais interdit de séjour, puis j'ai vécu en Allemagne, je suis tombé amoureux en Allemagne, et donc j'ai un fils en Allemagne, et donc j'ai vécu en Allemagne. Donc c'est vrai que... et je suis allemand. Donc c'est plus normal que je travaille à la municipalité de Francfort qu'à la municipalité de Trifouilly-les-Oies. Mais ça aurait peut-être changé, peut-être que vous auriez eu un autre rapport avec Europe Écologie, peut-être que ça se serait passé différemment si en France, justement, vous aviez... Would be, oui. C'est vrai, ça aurait peut-être changé, mais le fait est que... Parce que vous aurez vu comme un homme d'action, concret, les mains dans le cambouis, et pas comme ça, on l'a dit tout le temps. Une campagne électorale, c'est bien plus les mains dans le cambouis, de faire quelque chose que vous ne croyez. Oui. Jusqu'en 2014, parce qu'après vous allez arrêter. Vous voulez faire de la télé. Alors vous en aviez déjà fait, on n'a pas revu les extraits, mais un petit peu en Allemagne, vous aviez eu des émissions de télé sur des chaînes Pendant 9 ans. Voilà, sur une chaîne. Un petit peu, c'est pas mal. Un petit peu, pardon. J'ai animé, oui, un petit peu, mais pendant 9 ans, animer une émission littéraire, c'est beaucoup. Voilà, puis des émissions de débat aussi, comme Bendit Trift, pardon oui, pour mon accent. Oui, des émissions de débat, j'ai même animé des débats sur Arte, etc. Vous avez expliqué, notamment à des journalistes français, que voilà, vous vouliez leur montrer comment on pouvait organiser des débats à la télé. Vous pensez que les débats à la télé, notamment en France, sont mal faits, qu'il y a vraiment quelque chose à apporter et à rénover? Oui, parce qu'on cherche à opposer les gens. On croit que ce qui va faire l'audience, c'est quand ils se tapent dessus. Mais là, ça peut être aussi des débats dans la complexité. Vous avez vu que dans les partis, la complexité, c'est pas facile. À la télé non plus, hein. Ça dépend. Je crois que, si vous voulez, toutes les émissions dans la complexité, non. Mais si vous faites une émission un peu différente, eh bien, je crois qu'il y aura beaucoup de... Il y a un potentiel d'auditeurs qui ont peut-être, ou de spectateurs qui en ont assez du superficiel. D'accord. Alors d'ailleurs, regardez ce que vous faites. Oui, alors j'allais vous dire, pour terminer l'émission, justement, pour faire un petit entraînement pour 2014, quelles questions vous auriez aimé poser à Daniel Cohn-Bendit? Et quelles réponses vous auriez faites aussi, voilà. Alors, ce que j'aurais posé, c'est... Dany, tu as toujours dit qu'il fallait pouvoir être personnalité politique, homme politique, et s'occuper de sa famille. Est-ce que c'est vraiment vrai que t'occuper des relations de ton fils, d'avoir quel type de faire des choses avec ta femme, etc. Est-ce que c'est possible quand on est un homme politique? Et vous répondez? C'est difficile, mais je crois que c'est un défi qu'il faut tenir. D'accord. Bon, merci beaucoup pour ces réponses et cette question, Daniel Cohn-Bendit. Je vous remercie.
mais Arte, ça fait longtemps, mais j'animais les débats, quand j'étais député d'ailleurs encore. Et puis tout d'un coup, ils ont dit oui, mais c'est un homme politique et on ne peut pas le laisser continuer à animer parce que ça brouille l'image. Et donc, comme je ne serai plus politique en 2014, je pourrais. Ah, c'est pour ça que ça ne s'est jamais fait, d'accord. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Okay. J'ai fait quelques trucs de sport et tout ça parce que là, on dit bon, ça c'est possible. D'accord. En général, on dit Madame le rabbin, mais c'est vrai que les gens sont souvent pas à l'aise avec le titre. Donc j'ai même eu l'autre jour quelqu'un qui pendant toute une journée m'a appelé Monsieur le rabbin. Delphine Orviller est l'une des 3 femmes rabbins en France. Mazel tov. Dans ce portrait intime, elle raconte sa bataille pour s'imposer dans une fonction habituellement réservée aux hommes. Une parole libérale et ouverte sur le monde. Moi, je peux pas incarner une figure paternelle. Je peux incarner éventuellement autre chose. Mais ça demande aux gens d'être capables de questionner leurs repères traditionnels. Delphine Orviller, Madame le rabbin, demain à 10h sur Public Sénat. Il était sénateur de la Loire, chirurgien et aviateur. En 1910, il obtient son brevet de pilote. Et ici même, au Sénat, quelques mois seulement avant le début des hostilités, il présente un rapport, Jean Garrigue, qui fait grand bruit. Oui, ça se passe le 21 janvier 1914, le lendemain de la création d'un Conseil supérieur de l'aéronautique militaire, que l'on doit d'ailleurs à Émile Reymond. Et ce rapport, pour ce passionné d'aviation, ce rapport est très sévère pour l'état-major de l'armée, auquel il reproche de ne pas accorder l'importance qu'il faudrait au rôle de l'aviation, notamment de l'aviation sanitaire. La guerre éclate. Émile Reymond s'engage dans les forces sanitaires précisément, mais également il s'engage dans l'aviation et là, il se comporte en héros. Oui, non seulement il est chirurgien à l'hôpital de Nancy, il soigne les blessés chaque jour, mais en plus il effectue plusieurs vols de reconnaissance. Il est d'ailleurs cité à l'ordre de l'armée. Et malheureusement, le 21 octobre 1914, lors de l'une de ces reconnaissances, son avion est abattu, les Allemands mitraillent l'avion, il est grièvement blessé, il passe pour mort et réussit à rejoindre en rampant les lignes françaises, mais malheureusement il va mourir des suites de ses blessures le lendemain à l'hôpital de Toul. Raymond Poincaré, dans l'un de ses ouvrages, évoque cet épisode d'Émile Reymond. Et d'ailleurs, l'éloge funèbre de ces sénateurs aviateurs sera affiché dans toutes les mairies de France. Oui, dans Au service de la France, Raymond Poincaré montre à quel point ce sacrifice d'Émile Reymond a été important pour le Sénat et plus largement pour le personnel politique français. Et d'ailleurs, le président de la commission de l'armée du Sénat, Charles de Freycinet, dira qu'il aurait aimé mourir dans son aéroplane. On voit à quel point c'était devenu un héros. Après-guerre, un monument a été érigé dans sa commune natale, la commune natale d'Émile Reymond, Montbrison, un monument qui fait l'objet d'une petite histoire dans la grande histoire de France. Oui, c'est un épisode un peu tragicomique puisque c'est en venant inaugurer le monument à Montbrison que le président de la République, Paul Deschanel, est tombé du train et qu'on l'a retrouvé au petit matin chez le chef de gare. Il avait pris trop de somnifères, trop de médicaments. Il a dû démissionner de la présidence de la République, mais c'était pour honorer la mémoire d'Émile Reymond. Des paysans, on en trouve même à côté de Paris. Dans le nouveau Manger c'est voter, le critique gastronomique Perico Légas part en Seine-et-Marne en compagnie du sénateur Michel Well à la découverte de produits de qualité. Lentilles, pommes de terre, brie et coulommiers au lait cru. Manger c'est voter, lundi à 22h sur Public Sénat. Doc à Doc, c'est votre rendez-vous documentaire dans un instant.
Les gens du Chem. Tous ces passeports que nous a imposés ce terroriste. Nous voyons la pourriture avec le feu. Mon intention de mourir martyr ici. Que vous ne serez pas en sécurité. Partagez les vidéos sur Dawlat al-Islam. Wallahu ghalibun ala amrih. Takbir. Takbir. Ceci est un message pour tous les musulmans qui vivent encore en terre de mécréance, de la part de vos frères qui ont immigré, vos frères français. Environ 750 jeunes Français combattent ou ont combattu à un moment donné dans les rangs des djihadistes en Syrie et en Irak. 80 d'entre eux ont déjà trouvé la mort sur place. Malgré cette hécatombe, les candidats au départ semblent toujours aussi nombreux. Ce filon, qui semble inépuisable, trouve sa source sur Internet. La grande majorité des djihadistes occidentaux qui ont franchi le pas se sont radicalisés sur le web. Car aujourd'hui, le djihad est à la portée de n'importe qui. Il suffit de quelques clics pour tomber par exemple sur ce genre de contenu. Des vidéos postées sur Facebook ou Twitter par ceux qui sont déjà partis. Internet est une aide pédagogique qui aide des individus à convaincre leurs recrues. Comme dans le temps, c'était bêtement la cassette vidéo qui se vendait soit sous le manteau, mais soit tout à fait ouvertement dans différentes foires où on voyait les combats en Afghanistan contre les soviétiques. Donc cette aide pédagogique était déjà existante. Mais là, la diffusion, bien sûr, est beaucoup plus grande, beaucoup plus importante et beaucoup plus facile d'accès. Mais là, ça explique que des milliers de personnes aient été un petit peu, entre guillemets, contaminées. Internet est l'objet mondialisé par essence. Il n'y a plus de notion de temps, il n'y a plus de notion d'espace. Aujourd'hui, Internet permet tout de suite d'avoir un discours virtuel. Il y a une exaltation de groupe qui se fait très vite, où chacun se sent le même que l'autre, sans s'être jamais rencontrés, et où ils ont l'impression vraiment d'être dans une famille de substitution qui devient plus importante que leur vraie famille, très rapidement. Et ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. On a vu des jeunes se laisser embrigader par Internet dans un petit village du Sud, n'avoir jamais vu un musulman de sa vie, n'avoir jamais mis les pieds dans une mosquée de sa vie, et être pourtant en fusion avec les autres. Il ne suffit pas d'allumer son ordinateur, mais c'est chercher des sites musulmans, peut-être exprimer une certaine forme de solidarité avec la cause palestinienne, avec la mort de civils musulmanes partout dans le monde, et on est vite repéré. Les recrutements de djihadistes locaux, comme nous en avons connu en France, au départ, se passaient dans des mosquées, dans des salles de sport aussi, qui étaient des points extrêmement intéressants, et étaient faites par des imams autoproclamés qui, donc d'homme à homme, transmettaient leur message. Ça existe toujours, les recruteurs physiques, mais on constate que de plus en plus, effectivement, l'accès au djihad s'est fait par Internet. Les rabatteurs envoient des gens qui peuvent être un séducteur, une séductrice aussi, qui peuvent être un groupe d'amis. Donc, si vous voulez, les modes d'approche sont différents. Il y a des choses vraiment bien pensées, il y a d'autres choses qui sont le fruit du hasard. Mais c'est rarement le jeune lui-même qui va chercher le réseau terroriste. C'est bien le réseau terroriste qui, par des manières différenciées, prend contact avec le plus de jeunes possible.
Notre recherche a montré que, par exemple, toutes nos filles avaient un seul point commun. Elles avaient affiché sur leur Facebook qu'elles voulaient faire un métier altruiste. Je veux être infirmière, assistante sociale, je cherche un camp humanitaire, je veux changer la société, l'améliorer, la rendre plus juste. C'était leur seul point commun. Et donc, on en a déduit qu'il y avait des chasseurs de tête qui repéraient par des mots-clés ce type de profil. Effectivement, il y a cette dimension de mise en contact de personnes qui ne se connaissaient pas, qui ne se seraient sans doute jamais rencontrés, entre guillemets, dans la vraie vie, s'il n'y avait pas eu ces réseaux, et qui, par cette facilité qu'offrent certaines grandes plateformes, réussissent à discuter, et puis, au fil des discussions, élaborent un projet qui peut être plus ou moins radical. La force de Daesh, le soi-disant État islamique en Syrie et en Irak, c'est de savoir capter l'attention des jeunes, directement, sans passer par les versets du Coran. Juste par l'image, la plus spectaculaire possible. Les vidéos sont vraiment, reflètent vraiment la culture de notre dernière génération de jeunes. Je crois qu'on est dans cet univers d'images. C'est un prêt à consommer, rapide, efficace, qui a réponse à tout dans un monde où ils ont besoin de repères stricts. Et du coup, ça vient les rassurer. C'est aussi le propre de cet embrigadement par l'image, c'est que très vite on veut ressembler à celui qui est sur l'image, qui a l'air tout puissant, qui a l'air sans problème, qui a l'air au-dessus des misères du monde. Et donc on va être dans la répétition. Et là, évidemment, la perte du cerveau, l'utilisation de la technique de la dérive sectaire se met en place. Lénine le disait, l'art le plus important pour la révolution, c'est le cinéma. Les vidéos djihadistes sont vraiment le vecteur de la propagande le plus important, le plus émotif. C'est pour ça que l'État islamique a beaucoup recours à ces vidéos. Et différents types de vidéos, des vidéos courtes, des vidéos plus longues, donc bien mises en scène, la fameuse vidéo Flames of War, qui est mise en scène très hollywoodienne, des ralentis, enfin il y a une vraie science de la mise en scène. Et des vidéos plus courtes, que ce soit des vidéos de décapitation, ou des vidéos d'assassinat, ou encore des vidéos de vie quotidienne. Une image bien mise en scène a beaucoup plus de poids que n'importe quel texte, aussi fin, aussi brillant soit-il. Les effets des films, les ralentis maintenant, la musique qui va avec, c'est vraiment digne de séries américaines qui passent régulièrement et qui plaisent tellement à ces jeunes. Sur le nombre de vidéos produites dans la première décennie des années 2000, ça augmente vraiment de manière exponentielle. Depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, il y a tout un effort qui est fait dans l'élaboration de vidéos avec des vraies boîtes de production. C'est quand même intéressant de savoir qu'il y a une agence, un département média, donc l'agence s'appelle Al-Hayat Media Center. C'est un département qui est consacré à la communication. Et il y a derrière des têtes pensantes, des communicants aguerris aux méthodes de communication occidentales et qui ont réussi à utiliser ces codes et à les incorporer dans la stratégie globale de l'État islamique. Lancée il y a moins d'un an par des djihadistes allemands en Syrie, cette sorte d'agence de presse terroriste a réussi à faire de l'État islamique une marque connue dans le monde entier. Elle a même son propre logo, comme une vraie chaîne de télé. Ce logo ressemble pas uniquement au logo de la maison de production d'Al-Qaïda, aujourd'hui un peu en rivalité. Ces logos dorés, c'est vraiment un peu la charte de couleur d'Al Jazeera, donc la grande chaîne d'information arabe. On veut démontrer qu'on est très chiite, qu'on maîtrise le code de la communication arabe, qui est un peu notre symbolisme que les Européens. Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda, discourait pendant des heures, les yeux rivés sur la caméra. Seuls les plus motivés pouvaient suivre. Une erreur stratégique à l'heure de YouTube et des séries américaines. Al-Qaïda a pris du retard en fait dans la maîtrise des outils parce qu'ils sont restés sur un vieux schéma qui était le schéma de propagande à la fois via des vidéos de prêche
qui ne sont pas sans impact, mais qui ont un impact moindre que ce que fait l'État islamique, qui ont compris qu'il fallait jouer avec des codes qui aussi touchent plus fortement les jeunes. Sur Internet, ces productions haute définition inondent les réseaux sociaux. À l'audimat de la terreur, les djihadistes visent l'audience la plus large possible. La propagande djihadiste cible principalement cette jeunesse qui est dans un terreau favorable à une radicalisation. Cette radicalisation qui, bien sûr, est provoquée par un certain nombre de facteurs qui sont d'abord affectifs, qui sont socio-économiques, éducatifs, scolaires, et puis tout simplement liés à un problème d'intégration, d'émancipation dans la société. Ce sont des gens qui sont à la marge, totalement désociabilisés. Et donc ils ont besoin de se venger de la société. Et l'opportunité qu'on va leur apporter à travers ce discours et ces propagandes djihadistes va être propice à justement assouvir cette envie de vengeance de la société qui les a rejetés. Alhamdulillah, aujourd'hui on a créé un khilafa islamia, bi'idnillah. On est en train d'appliquer la loi d'Allah. Aussi, je voudrais aussi conseiller à mes frères et sœurs. Pendant longtemps, la cible des djihadistes était d'abord des jeunes qu'on appelait un petit peu sans père ni repère. Des jeunes fragilisés au niveau social, familial, qui manquaient d'espoir social. C'est le profil type. C'est les frères Kouachi, c'est Mera, qui n'ont pas intégré les limites non plus, qui ont souvent eu un père déchu ou absent ou mort. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le discours djihadiste arrive à toucher des profils très différents. Des jeunes qui habitent le 16e arrondissement, qui habitent des petits villages à la campagne. Donc, on a justement un élargissement des cibles. Donc la première cible quand même de l'État islamique, c'est les musulmans. On sait que par exemple pour les Français, environ 20% de Français qui sont partis faire le djihad sont convertis, ce qui est quand même énorme. Même quand la personne embrigadée s'appelle Mohamed, elle provient souvent d'une famille soit athée, soit agnostique, soit non pratiquante, soit pratiquant traditionnellement, mais pas plus intéressé que ça sur le savoir, pas avec une grande transmission. C'est-à-dire que les terroristes ont quand même bien compris qu'effectivement, au moins ils savent, mieux ce sera facile de leur donner leur kit à croire dans leur nouveau cerveau. Mais à l'intérieur, évidemment, de cette communauté très large, l'État islamique vise un public plutôt jeune, qui peut être un peu influençable, qui peut être aussi un petit peu fébrile, en quête d'aventure, en quête de sensations fortes, peut-être même de sentiments guerriers. Enfin, il y a tout ça qui se mêle. D'un autre côté, leur communication cible aussi les non-croyants, l'Occident en général, et les vidéos violentes qui quand même sont la mise en scène de meurtres d'otages occidentaux. Elle a aussi un message à l'Occident pour dire voilà ce qui vous attend. Et là encore, l'idée c'est de souder les partisans de l'État islamique autour de cette vision assez binaire du monde, les Occidentaux, les hypocrites entre guillemets, et puis les vrais musulmans, ceux qui vont rejoindre l'État islamique. Il y a une cible occidentale ennemie, et il s'agit effectivement de les terroriser, soit pour les provoquer et les inciter à venir sur place, éventuellement tomber dans un piège par une intervention militaire massive dans un pays moyen-oriental, soit au contraire pour les dissuader d'intervenir en disant « si vous venez chez nous, on vous tuera tous ». Donc un phénomène de terreur vis-à-vis des adversaires, phénomène de terreur vis-à-vis des populations ensuite, particulièrement dans le cas de Daesh, qui, à la différence d'Al-Qaïda, canal historique, contrôle des populations. Au jour d'aujourd'hui, on estime à peu près à 8 millions ces populations qu'ils ont à gérer à cheval sur la Syrie et sur l'Irak. Et donc, il faut que ces populations, eh bien, elles craignent pour leur sécurité si jamais elles veulent se rebeller. Les troupes djihadistes ont besoin de séduire toujours plus de nouvelles recrues. Ils savent parfaitement adapter leur discours à l'ère du temps.
Je parle de mutation du discours terroriste. Il ne propose plus seulement, comme dans l'ancien temps, la vengeance de ceux qui sont opprimés dans le monde. Il ne propose plus simplement la toute-puissance, se mettre à la place de Dieu, mais il propose d'autres, il manipule d'autres notions. Et sur Internet, il propose comme un drive-in où chacun peut choisir et intérioriser sa propre raison d'aller là-bas. Et puis c'est une fois sur place que les jeunes s'aperçoivent de la réalité. Certains évoquaient des motivations humanitaires, mais ils l'évoquaient de bonne foi. Petit à petit, le message évolue. Les recruteurs passent de l'aide aux enfants syriens à l'étape suivante, la lutte armée contre le régime du dictateur Bachar al-Assad. Regardez-moi ce chien-là. Adoullah. Regardez-moi ce kelb. ما ينعل على ابوك الكلب يا ابوك الكلب يا الكلب. Il y a eu un concours de circonstances qui fait que, 1, Bachar a gazé son peuple, 2, on n'est pas intervenu en tant que communauté internationale, et 3, en plus, la Syrie est à 5 minutes de la Turquie, et pour aller en Turquie, c'est 60 € par EasyJet. Le nationalisme est une pourriture. Voilà, nous nettoyons la pourriture avec le feu. Ces mouvances djihadistes rejettent les idéologies occidentales. Et le nationalisme, c'est une idéologie occidentale qui est née au 19e siècle, qui s'est développée. Voilà, regardez qu'est-ce qu'on fait à ce drapeau de chien. Internet, et notamment les images très efficaces, les clips qui circulent, font naître des vocations. Donc j'allais dire, c'est devenu une sorte d'autoroute à deux sens. C'est plus un recrutement top-down, mais c'est plutôt des personnes qui sont sensibilisées à la cause par ce qu'elles voient, et ensuite, en circulant, en arrivant sur certains groupes, notamment sur Facebook, réussissent à rentrer en contact avec des personnes qui souvent sont déjà sur place en Syrie et en Irak, et discutent plus simplement, avec des conseils pratiques qui sont donnés pour sauter le pas. Il est obligatoire de se préparer en secret, de faire attention. C'est la trajectoire qu'a suivi un petit caïd des cités de la Côte d'Azur. Un ancien voyou, condamné en France notamment pour tentative de meurtre, il est depuis tombé dans l'islam le plus radical. Originaire du Sénégal, élevé à Nice, Omar Homsen est l'un des rabatteurs les plus efficaces sur Internet. Une grande partie de nos jeunes ont basculé par l'intermédiaire d'Omar Homsen et pas du tout par l'intermédiaire de Daesh. Il n'a jamais été violent. Et il ne présente absolument jamais comme Daesh, jamais de choses inhumaines. Au contraire, il la joue musulman. Et il est d'une perversité totale. C'est lui qui a réussi à faire basculer nos 14-21 ans, qui pouvaient être autant des jeunes désœuvrés que des jeunes en 2e année de médecine. Il n'y a que Omar Homsen qui a pu faire basculer des jeunes qui étaient en 2e année de Sciences Po et qui habitaient le 16e arrondissement. Personne d'autre a pu faire basculer ces jeunes-là. Donc il a initié cette mutation du discours terroriste qui mélange le vrai et le faux dans chaque phrase et arrive à utiliser des techniques différentes. Omar Homsen a même créé sa propre marque, 19HH. 19, c'est bien sûr les 19 terroristes de Ben Laden qui ont détruit les tours de Manhattan. Donc c'est une image subliminale. Et HH, qu'il prétend être histoire de l'humanité, c'est bien sûr l'iconographie des tours de Manhattan, parce que ce n'était qu'un début pour lui, et ça ne fait que commencer. Dans ses productions diffusées sur Internet, la falsification de l'histoire rivalise avec les trucages vidéo. Pour ce recruteur français, un seul objectif, détourner toute une frange de la population musulmane de l'islam pacifique. À l'entendre en France, les musulmans seraient brimés, totalement opprimés. Même les imams dans les mosquées seraient sous influence. Ce qui est expliqué dans cette vidéo, c'est que le concept d'islam de France est lui-même une déviance, puisqu'il n'y a qu'un seul islam, c'est l'islam. Et la manière dont est construite cette vidéo de propagande consiste à démontrer que l'islam de France a été créé par Nicolas Sarkozy
mais qu'en fait, l'idée lui a été imposée par le CRIF. Donc c'est une vidéo profondément antisémite qui consiste à montrer que c'est les Juifs de France qui contrôlent le pouvoir et que les Juifs de France, via le pouvoir, qu'ils soient de droite ou de gauche, cherchent à créer cette notion d'islam de France et qui cherchent à montrer que, dans le fond, les musulmans de France, s'ils veulent vraiment être musulmans, il faut qu'ils s'opposent au pouvoir en place ou alors qu'ils viennent faire le djihad ou à minima qu'ils quittent la terre de mécréance pour venir vivre dans une terre d'islam. Et dans ce cas-là, on parlera plutôt de hijra, l'émigration. Nous avons décidé de faire la hijra. La hijra qui, depuis longtemps, était dans notre cœur et dans nos envies. On voulait le faire. Celui qui fait le... Pour Omar Homsen, immigrer dans un pays musulman est une obligation sacrée. Elle s'impose à tous les fidèles. Dans son esprit, bien sûr, il s'agit de rallier la ligne de front des djihadistes en Syrie. Je n'ai pas vu de hadith ni de verset du Coran qui dit qu'on doit faire la hijra. Il y a des versets qui disent que dans le Coran, Dieu va réprimer, reprocher à des gens de ne pas avoir pu adorer Dieu. Mais moi, aujourd'hui en France, qui m'empêche de pratiquer et d'adorer mon Seigneur? Personne. J'ai même des mosquées pour ça. Il y en a 2500 en France. Donc j'ai pas de problème. Donc leur discours, je le démonte. Il n'a aucun sens. Et donc cela n'est pas prêché par les imams pantins de la République occidentale, qui n'ont pas le droit et le courage de prêcher. Moi, je ne connais pas de savants et d'imams, des vrais imams, qui ont une formation académique dans les universités islamiques du monde, qui aujourd'hui est un chef d'Al-Qaïda, ou de l'AQMI, ou de l'AQPA, ou de Boko Haram, ou de Daesh, ou etc. Ce sont tous des ignorants. Ils ne connaissent rien, et parfois même parmi beaucoup d'entre eux, ont des casiers judiciaires longs comme deux bras. Ce sont des anciens délinquants à qui on dit « Continuez vos actes, vos exactions, mettez-y l'intention de plaire à Dieu, de faire pour la cause d'Allah, et vous n'aurez plus à vous repentir, car vous accomplirez une bonne action. » C'est continuez, excusez-moi l'expression, vos conneries, mais faites-les au nom d'Allah. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On est dans l'aberration la plus absurde. Cette aberration est pourtant martelée à longueur de vidéo, parce qu'elle n'a qu'un but, endoctriner ceux qui n'ont pas de vraie culture religieuse. Omar Homsen est un faux savant, mais un authentique manipulateur. Omar Homsen dit aux jeunes, vous allez voir, ils vont tous être jaloux. Les soi-disant savants qui sont achetés, qui sont vendus, les soi-disant imams, ils sont tous jaloux parce que eux, ils sont pas élus. Dieu les a pas élus pour posséder la vérité. Ils ne font pas partie des véridiques comme nous. Donc, ils vont venir semer le doute. Ils vont essayer de venir vous dire, c'est pas le vrai islam, ce que dit Omar Homsen, etc. Et quand l'imam, avec une bonne intention, vient parler aux jeunes pour le désembrigader, ça illustre ce que Omar Homsen avait prédit. Donc, le jeune est renforcé dans l'idée que Omar Homsen est tout-puissant. Pour assurer son emprise, le gourou s'est tiré toutes les ficelles de la nouvelle génération. Omar Homsen a eu l'intelligence de reprendre des iconographies et des codes des jeux vidéo avec lesquels notre génération a joué. Il a repris des personnages asexués, où à première vue vous avez l'impression que c'est une femme voilée dans l'ombre. Et les désembrigadés nous ont dit, mais pas du tout, c'est le personnage d'Assassin's Creed qu'il a repris, regarde, c'est pas du tout une femme. Nous aussi, on se retrouve dans ce personnage. Les garçons, parce qu'ils y jouent quand ils jouent avec leur jeu Assassin's Creed, et les filles, parce qu'on dirait une personne qui a un foulard. Et là, on était complètement effarés. À chaque fois qu'il doit faire un message fort aux jeunes comme ça, tu dois quitter tes parents, tu vas être éprouvé, tout ça. À chaque fois qu'il y a des choses très fortes, il reprend ce personnage-là. Et il a énormément travaillé la rupture familiale, comme n'importe quelle dérive sectaire. C'est-à-dire qu'il dit aux jeunes,
Se séparer des anciens amis, c'est facile. Se séparer de l'école, c'est facile à l'adolescence. Se séparer des activités de loisirs, c'est facile. Mais alors, si vous avez une boule dans le ventre à l'idée de quitter votre maman, n'insistez pas, n'insistez pas. C'est que vous n'êtes pas vraiment élu par Dieu, vous n'êtes pas un être supérieur. Si vraiment vous êtes un vrai véridique, vous pourrez quitter vos parents et aimer des images, des chocs répétitifs, des images envoûtantes. C'est vraiment toutes les techniques des dérives sectaires. Ou d'un chat noir, ils se répartissent en Le jeune, non seulement pense que tout le monde lui ment, mais rejette ce monde réel. Mais dans quel monde je vis? Et on lui dit, si tes parents travaillent, c'est soit qu'ils sont endormis par les sociétés secrètes, soit qu'ils sont complices. Les professeurs sont tous complices, les médias sont tous complices, ne regardent plus la télévision. Eux ne sont pas endormis par les sociétés secrètes, ce sont leurs bras droits. Donc ils arrivent à les mettre en rupture de tout adulte. Et là, on leur dit, seule une confrontation définitive avec le monde réel pourra le régénérer. Wake up, tu vas te réveiller ou tu vas t'endormir comme eux tous. Et seul l'islam véridique que nous possédons, nous, pas celui en Arabie Saoudite, en Tunisie, en Égypte, en France, en Angleterre, non, le nôtre, pourra régénérer le monde. De quel côté te mets-tu ? Tamim, réveille-toi, réveille-toi. T'es pas en France, c'était au Chem. T'es prêt ou quoi? Bismillah, je suis prêt, Inch'Allah. Aujourd'hui, je vais à la rencontre des Français. Les Français ici présents en Syrie, Inch'Allah, je vais leur poser des questions en espérant que ça va vous aider. Allez, Bismillah. Aujourd'hui, selon les services de renseignement, entre 10 et 15 Français rejoignent chaque semaine la Syrie et l'Irak, la terre du Cham comme ils l'appellent, et à peine arrivés, deviennent à leur tour des agents recruteurs. Dans la stratégie même de l'État islamique, il y a cette idée de laisser de l'autonomie à ses membres pour qu'ils puissent chroniquer leur vie, chroniquer leurs exploits et leur quotidien. Il y en a qui a été blessé à plusieurs fois, qui a perdu 7 ans, qui a été blessé à la chaux. Nous, le vivant... Au départ, il y avait une stratégie de communication à tout va. Et la volonté était notamment d'inciter au recrutement. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'entrer en contact via des réseaux sociaux grand public avec d'autres jeunes, soit du même quartier, soit beaucoup plus large. En tout cas, de bénéficier de l'expertise linguistique de toutes ces personnes qui arrivaient de différents pays européens, mais pas seulement, et qui pouvaient parler du coup à des jeunes de différentes nationalités, ne comprenant pas l'arabe, par exemple. Et ça a fonctionné. Le frère Abou Youb, Inch'Allah, il va se présenter, il voudra aussi envoyer un petit message aux frères de France. Ils parlent, eux, le langage de la jeunesse européenne. Ils parlent banlieue, des trucs comme Allah Akbar, mon frère, c'est cool. Ils parlent exactement la langue d'un jeune français des cités ou des petites villes un peu marginalisées. Donc comme propagandistes, ces Européens, ils ont une valeur très très élevée. Je sais pas s'il n'est pas là, je n'étais pas prêt avec moi. Puis voilà, quoi, c'est une petite présentation vite fait de la voiture d'un Moudjahid. Donc là, on a la CB, bien sûr, pour les ma'araqat, des fusils de rechange, gilet pare-balles. On sait jamais, qu'est-ce qui peut arriver. Mon petit Glock, sympa quoi. Je vais vous présenter mon petit bébé, M60, Masha'Allah. Fusil d'assaut américain que j'ai pris à Marines, je l'ai tué et j'ai pris ça à Marines. C'est le plus petit fusil d'assaut qui est sur le marché, Masha'Allah. Ma voiture très importante, 4x4 Hilux 2 litres 7 V6. Alhamdulillah, l'âme du Moudjahid, Masha'Allah. Donc je vous dis à bientôt, Inch'Allah, assalamu alaikum. L'aventure qui est proposée, et en particulier sur les sites internet, effectivement, est extrêmement motivante. On se voit au volant d'un puissant 4x4, sillonnant le désert, c'est extrêmement tentant. Certains jeunes ont l'impression d'aller mener leur guerre d'Espagne à eux.
C'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit. Ils n'ont pas l'impression de faire quelque chose d'interdit. Au contraire, ils ont l'impression de faire quelque chose de bien et dans lequel ils se magnifient. On va prendre un cas simple. Une petite bande de banlieue, 3-4 copains en bas d'un HLM, et puis qui vivotent de la drogue, etc. Et puis, bon, ils n'ont pas le moral. Un aîné vient en disant « Qu'est-ce que vous faites de votre vie ? C'est absolument pas intéressant. Moi, je vais vous donner une raison de vivre, et en plus, vous allez vivre un destin qui sera digne de vous. Vous serez reconnu. » On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'exceptionnel, on n'a pas besoin d'être un héros pour franchir le pas. Il suffit d'y croire, il suffit de le vouloir. C'est un effort qu'il faut faire et on peut se mettre sur ce qui est considéré être le sentier d'Allah. C'est un sentier d'Allah qui mélange les codes. C'est-à-dire que vous avez aussi bien des kalachnikovs, des atrocités, que des boîtes de Nutella. Parce que c'était leur vie. Ils montraient simplement leur vie en Syrie. C'est aussi une manière pour eux de montrer que ce sont des êtres humains, qu'ils ont une vie comme les autres, comme n'importe qui posterait une photo, si vous voulez, avec ses animaux de compagnie ou quoi que ce soit. Et c'est une manière aussi, voilà, de diffuser cette image un peu à contre-courant, mais qui est de dire non, nous ne sommes pas des monstres, nous avons une vie, nous sommes entre nous. Tout ça pour montrer que il y a une vraie vie de communauté à l'intérieur de cet État, une fraternité, et donc c'est un message assez étonnant. Ouais, c'est Fallah, il en avait besoin. Allahu Akbar. La propagande va jusqu'à vanter les parties de rigolade entre copains. De dos. Il va voir le bois, il va voir la planche. Ouais, il est en train de tirer. On va vous arracher. Il est en train de se tirer. Il est en train de tirer. Je retrouve bien dans cet appel que ressentent un certain nombre de jeunes une révolte de génération qui a toujours existé. C'est pas un phénomène qui est nouveau. Mais dans le temps, on était contre papa qui était bourgeois et donc on était marxiste, voire maoïste. C'était le fin du fin. Mais en réalité, parce qu'on était en révolte contre le père et contre la société. Et bien là, on est en révolte et aussi contre le père, contre la société, contre la religion. Et après, t'appuies sur la détente et tu... Cette stratégie qui paye a aussi ses inconvénients. C'est-à-dire que parfois, des membres vont pécher par inadvertance, vont montrer des endroits qui vont donner des renseignements stratégiques aux forces opposées à l'État islamique. Fin 2014, des consignes ont été données pour moins communiquer sur les réseaux sociaux. Et ce changement de stratégie a été très largement lié en fait, au déclenchement des opérations militaires occidentales, puisque là, les djihadistes sont devenus vraiment des cibles. Et les traces laissées sur les réseaux sociaux pouvaient servir effectivement dans le cadre de ciblage militaire. En Syrie et en Irak, la guerre n'est pas seulement un camp de vacances pour ados turbulents. Le conflit est aussi armé, violent, meurtrier. Il y a le front, le vrai, là où il est question de vie et de mort. Une aventure grandeur nature que l'on doit, malgré les risques, raconter aussi en images. Dans cette guerre, les soldats de fortune doivent équiper leur kalachnikov de caméras embarquées. Je suis là. Hey, m'arrache les tampons.
Après, il faut qu'on fasse quoi là? On va couler le mur et on va le prendre à gauche. À gauche? Ouais. Là maintenant, là, tout de suite là? Ouais, c'est parti. Vise, fils de putain. Donc là, direct, on prend à gauche. Yallah, yallah. Vas-y, occupe-les, occupe-les. Attends, bouge de là. Là, ça tire. Ouais, bouge de là. Laisse tout le monde tirer un peu. J'ai même pas encore tiré une douille, Yahya. Vas-y. Faut qu'on y aille à deux? Faut qu'il y en ait un qui me couvre. Non, c'est chaud, mon frère. Vas-y, je te couvre, vas-y. Ah, j'ai plus d'oreilles. تعال. Ça va te calmer, برضو أعصابكم. Non, il vise à gauche, il vise à gauche. Ma jambe, ah ma jambe, ah ma jambe, ah ma jambe. La guerre, beaucoup d'apprentis djihadistes ne la connaissaient jusqu'ici qu'à travers les jeux vidéo. Les recruteurs le savent et ils en jouent. Donc là, on a une vidéo qui est en fait une référence très claire et très nette aux jeux vidéo, comme GTA, des jeux de tir à la première personne. Là, encore une fois, bien mise en scène. La technique ici est clairement de s'adresser à un public occidental, jeune, et qui peut en effet faire une certaine confusion entre la réalité et les jeux vidéo. Le jeune qui est sur son ordinateur, confortablement, avec ses jouets, ses anciens nounours, qui se sent en sécurité, passe du jeu vidéo aux vidéos du rabatteur et finalement passe du virtuel au monde réel. On a même retrouvé dans certains ordinateurs des jeunes le même pseudo qu'il avait utilisé dans son jeu vidéo dans sa chambre. Des personnes qui appréciaient ce genre de jeux vidéo ultra-violents, qui jouaient en petits groupes et qui ont décidé de franchir le pas et d'aller éprouver ça en vrai. La propagande terroriste joue sur tous les codes de la jeunesse occidentale. Ja, ihr seid hier in meinem Block, meine Stadt. Desodok, ihr Dreckviecher, Abgefuckte, das ist meine Stadt. Même le rap. Pour les djihadistes nouvelle génération, le rappeur passe pour un parfait disciple d'Allah. Desodok, c'est un rappeur allemand, berlinois, d'origine en partie africain, qui s'est converti à l'islam. D'abord, il faisait vraiment de chansons ou de rap plutôt sympas sur le fait que l'islam l'a sauvé des prisons, l'islam était sa lumière personnelle. Et peu à peu, il a viré vers le djihadisme. Donc ça a commencé à faire le rap avec des éloges à Osama Ben Laden, à sa mort, et qui s'est radicalisé de plus en plus, et qui finalement aujourd'hui se trouve avec l'État islamique, qui est un des porte-parole les plus efficaces par rapport à la jeunesse, et qui est aussi d'une bêtise affolant de temps en temps, affolant. Et ce qui est très intéressant avec Desodok, c'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il voulait principalement devenir célèbre, peu importe comment. Beaucoup de rappeurs sont devenus de grands propagandistes de djihad, mais surtout parce que le rap, comme forme de musique très vocale et très proche des anachites, donc de chants de guerre, qui est la seule forme de musique autorisée par les djihadistes. Au bout de la route vers le djihad, il y a surtout l'horreur. Une barbarie mise en ligne sur Internet,
comme un produit d'appel au meurtre. C'est le cas de ce jeu mortel improvisé au bord de cette nationale traversant le désert. On y voit 3 civils syriens qui vont tomber dans un piège fatal, tendu par l'un des commandants les plus sanguinaires de Daesh. Ils répondent mal. Ils disent tout sauf la bonne réponse. Alors, ils ont mal répondu. Ils ont raté l'examen. Al-Assad, la prière d'après-midi, c'est 4. Et donc là, en disant la mauvaise réponse dans comment pratiquer ces prières obligatoires de la journée, pour eux, ça les exclut de l'islam. قال عدل قصيرة شغال شغال زين عظام الله شغال تلفونك ابو عاشه Regardez, et voilà, ils sont massacrés. Voilà. C'est horrible. Oh là là là. Oh là là. C'est horrible. C'est horrible. Et des versets du Coran derrière, ils n'ont pas honte. Ils mettent du Coran. Combattez-les, Allah par vos mains les châtira, les couvrira d'une ignominie. N'importe quoi, n'importe quoi. Alors que le prophète n'aurait jamais tué quelqu'un qui ne prie pas. Il n'aurait jamais tué, il aurait appris à faire la prière. Il aurait dit non, c'est 4, c'est ça, voilà. Essaye de la faire maintenant. Mais sans lui imposer. Là, non seulement, c'est plus que d'imposer. C'est que comme tu ne fais pas, je te tue. Quel rapport avec ces pauvres innocents qui ont été massacrés parce qu'ils ne priaient pas? C'est complètement absurde. C'est débaucher le texte religieux à mauvais escient. Voilà, que j'ai pas de mots à dire. Tellement c'est écœurant de voir ça. Tout simplement écœurant. C'est l'ignorance. L'État islamique n'a pas innové, entre guillemets, à travers l'ultra-violence dans ses vidéos. Déjà, les terroristes tchétchènes, par exemple, utilisaient ces vidéos et les diffusaient. Donc des vidéos de décapitation très violentes, très difficilement soutenables. Donc l'État islamique, en effet, reprend des méthodes qui ne sont pas nouvelles, mais avec une ampleur et une échelle nouvelles. Et c'est une systématisation de l'ultra-violence dans les images et dans les vidéos qui est nouvelle. Efficacité, violence, radicalité, le tout avec des techniques presque cinématographiques. La première chose qui saute aux yeux dans cette vidéo, c'est la mise en scène. L'utilisation de ralenti. Les gros plans sur le visage, notamment des otages. Il y a un mélange d'esthétisme, mais également un mélange d'horreur. Ces horreurs sont également voulues, c'est pour terroriser les adversaires, parce que même les adversaires voient ces vidéos. Il faut voir l'étymologie du terme terrorisme. C'est vraiment insuffler de la terreur. Et donc, quoi de mieux pour insuffler de la terreur que de diffuser des images particulièrement affreuses. Moi, vraiment, ce qui m'a frappé au cours des dernières années avec l'utilisation des réseaux sociaux grand public, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait une sorte d'overdose de Twitter parce que je passais quelques heures dessus et je voyais des décapitations ad nauseam, des amputations, des crucifixions. Et la réflexion que je me suis faite, c'est que les réseaux sociaux étaient en train de se transformer en encyclopédie de crimes de guerre. Pour les djihadistes du XXIe siècle, le meurtre compte presque moins que les images qui sont tournées du meurtre. Mais ces vidéos ont un pouvoir d'attraction, entre guillemets, presque malsain. Et donc l'État islamique sait qu'avec ce genre de vidéos,
ils ont un public qui va être sensible à cette ultra-violence. Mais aujourd'hui, il me semble vraiment que l'État islamique veut attirer des tueurs pathologiques comme arme très efficace et horrible. Daesh met aujourd'hui en avant sa propre figure de l'ange exterminateur, le trop célèbre Jihadi John. Ce jeune londonien d'origine yéménite à l'accent anglais impeccable a été choisi à dessein pour sidérer le monde occidental. Il est à la manœuvre sur les séquences les plus insoutenables, comme cette exécution de masse de soldats de Bachar al-Assad. Donc ça, c'est vraiment une séquence la plus horrible. Donc il y a un jeune Syrien qui creuse sa propre tombe, qui a probablement encore l'espoir de pouvoir survivre, mais il va être exécuté après qu'il avait creusé sa propre tombe. Donc c'est vraiment des trucs inouïs. Au niveau de la ultra-violence, c'est vraiment une mise en scène pire que tous les films d'horreur quand on va. Wallahi, the fighting has just begun. Je vois mal où l'État islamique peut trouver une justification. Ils ne sont plus dans l'islam du tout, donc ils vont à l'encontre de tout prescrit l'islam. Daesh est complètement inscrit dans la déshumanisation de ses victimes, hein, puisque c'est pas uniquement la sacralisation de la mort, c'est aussi enlever la forme humaine aux victimes et les couper en morceaux pour bien montrer que ce sont l'équivalent de rats ou de serpents, voilà. C'est une manière de dire que pour eux, la rupture est claire, qu'ils ne reconnaissent pas effectivement les systèmes légaux occidentaux. Vous voyez, on est au croisement de projets totalitaires, d'une nouvelle forme de nazisme, de procédés sectaires, de manipulation de religion, de fanatisme, et tout ça mélangé dans une boîte, ça donne Daesh. Et maintenant, comment contrecarrer ce matraquage de l'horreur? Cette propagande qui conduit toujours plus de jeunes dans l'impasse terroriste. Est-il vraiment possible de la faire taire? Les parents ont énormément demandé qu'on censure les vidéos, qu'on parasite les communications. Donc ils ont vraiment fait beaucoup d'actions pour que, au moins, on essaye de ne pas leur faciliter la tâche. Qu'au moins, on sait qu'à mesure qu'on ferme, ça renaît ailleurs. On sait que, mais qu'au moins on leur facilite pas la tâche, qu'au moins on les parasite dans leur communication et dans cette censure. Les grandes plateformes, les réseaux sociaux ne veulent pas se mettre à la place du gouvernement. Et quand bien même elles le voudraient, elles ne pourraient pas tout contrôler. C'est plusieurs centaines d'heures de vidéos qui sont postées chaque dizaine de minutes sur YouTube. Donc effectivement, s'il fallait contrôler a priori toutes ces vidéos, ce serait un travail impossible. Aujourd'hui, Internet, c'est comme l'air qu'on respire. Quand vous avez une pandémie qui se répand dans une région ou dans le monde, ça n'est pas en envoyant des ventilateurs énormes qui va repousser les vents que vous allez régler le problème. Le travail de censure aura sans doute un effet à court terme, c'est-à-dire permettre d'empêcher un Français d'émigrer vers l'État islamique, mais ça ne réglera pas du tout le problème de fond, le problème fondamental qui est un problème idéologique, qui est qu'aujourd'hui, de plus en plus de monde en Occident est séduit par le discours de l'État islamique. C'est très grave. Il faut vraiment une mobilisation internationale. Il faut que tout le monde se mobilise contre ce fléau. Pas simplement de manière répressive seulement. Il faut aussi du préventif. Il faut du curatif. Il faut l'empêcher d'appuyer sur le bouton qui va l'inviter, qui va l'encourager à aller dans ce genre de site. Il faut immuniser. Il faut vacciner. Le vrai travail, celui à accomplir, c'est le travail de démystification, de déconstruction de ce qu'est l'État islamique pour montrer que le mythe de l'âge d'or, le retour au califat, ce sont des mots et que derrière, il y a en fait une organisation mafieuse qui s'arroge des richesses, qui s'adonne à des pillages. Tout cet aspect de l'État islamique, il faut le dévoiler. Aligner des faits, du réel, pour contrer le discours de la haine. Ouvrir les yeux de tous sur l'entreprise criminelle qui embrase la Syrie et l'Irak. Les défis, ils sont immenses. Et il faut réagir vite.
parce que là-bas, les djihadistes préparent déjà la génération suivante.